Nous accueillons Adrien Quatennens, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise du Nord. Vous avez suivi évidemment les annonces du Premier ministre et de la ministre de la Santé aujourd'hui concernant l'hôpital. C'est une crise très grave. C'est une crise qui dure depuis des mois, qui d'ailleurs est vraiment quelque chose pour lequel les Français sont très sensibilisés, parce que les services d'urgence, évidemment, ça nous concerne tous et nous sommes tous à un moment ou à un autre confrontés à ces difficultés. 8 mois de crise, je le disais, et aujourd'hui donc des mesures que l'on va découvrir ensemble. Alors il y a d'abord des crédits évidemment pour les hôpitaux. Il y a aussi des annonces concernant la dette des hôpitaux, vous allez le voir. La reprise d'un tiers, entre 10 et 12 milliards d'euros. Des primes pour les soignants, pas de hausse de salaire. Des aides au logement pour les paramédicaux d'Île-de-France. C'est quand même beaucoup d'argent, c'est quand même important ce qui a été annoncé. Quel est votre sentiment face à ce plan d'urgence ? D'abord, Bruce Toussaint, dire que vous avez la bonne intuition, de dire que les usagers de l'hôpital public, comme le personnel soignant, non soignant, étaient extrêmement attentifs à ce plan d'urgence. Ça fait plus de 8 mois qu'il y a une mobilisation qui maintenant concerne quasiment tous les services de l'hôpital public. Si on considère la manifestation de jeudi dernier, je demande à ce qu'on considère bien que c'est plus les seuls urgentistes, hein, c'est tous les services, les maternités. On a même vu des médecins, des professeurs maintenant rejoindre la manifestation, et vous conviendrez que c'est pas leur habitude. Et ce matin, on était tous, je crois, suspendus aux lèvres du Premier ministre et de la ministre de la Santé, avec l'espoir qu'on serait soulagés. Parce que je veux quand même redire ici aussi que la grève, ça plaît à personne, ni à ceux qui la subissent, ni à ceux qui la font. Et que souvent, ceux qui la subissent et ceux qui la font ont un intérêt commun. Il y a une première reculade du gouvernement. Et de ce point de vue, je crois que le plan d'urgence, puisque c'est comme ça qu'il est appelé, fonctionne comme finalement un encouragement à poursuivre la mobilisation. Je m'explique. Jusqu'à présent et depuis des mois, Agnès Buzyn défendait notamment à l'Assemblée nationale face aux parlementaires le fait que finalement l'hôpital public, ce dont il aurait exclusivement besoin, c'était de redéploiement de moyens, de restructuration, de réorganisation, et que peut-être, comme le disait Emmanuel Macron, on en verrait les fruits dans quelques années. Puis tout le monde a vu qu'on ne pouvait pas attendre quelques années, que la situation était celle que vous avez décrite, critique, et que donc, pour le dire simplement, il fallait du fric pour l'hôpital public. Or, quels sont finalement les montants qui sont mis sur la table ? Évidemment, pour un gouvernement qui a pendant des mois dit que ce n'était pas un problème d'argent, ça représente de l'argent et pas qu'un peu. 1,5 milliard, quand on parle en milliards, ça paraît beaucoup. Mais 1,5 milliard en 3 ans, Bruce Toussaint, alors que depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, 2 ans et demi, on a fait 12 milliards d'économies sur la santé à travers les différents plans de financement de la sécurité sociale. 1,5 milliard, pour qu'on se repère un peu, moi j'ai regardé, là c'est pour 3 ans, 1,5 milliard, c'est peu ou prou le budget de fonctionnement annuel du seul CHU de Lille. Voyez, donc est-ce que vous pensez que ça va permettre de résoudre la crise des moyens que l'on a partout dans l'hôpital public ? Il y avait quelques revendications qui, moi, me paraissent pérennes depuis 8 mois. On a en France, notamment, un personnel soignant, mais aussi non soignant, qui est classé au bas de l'échelle de l'OCDE. Nos infirmières sont 26e sur 29 et le personnel demandait des revalorisations de salaire. Et là, on le voit, l'infographie que vous venez de passer le montre, on a des primes, donc en plus on ne cotise pas pour sa retraite, etc. On a des primes, c'est extrêmement variable. 800 € par an, c'est le montant qui a été... Pour une revendication de Bruce Toussaint qui est de 300 € par mois. Voilà. Et à côté de cela également, absolument rien s'agissant des effectifs. Alors que pour l'essentiel, le personnel de l'hôpital public veut des collègues supplémentaires. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital public, les personnels ne demandent pas à s'enrichir comme s'est enrichi la tête d'épingle qu'Emmanuel Macron a beaucoup servi depuis ces 2 ans et demi. Ils demandent à pouvoir faire leur travail correctement. L'autre jour, une aide-soignante me disait « En formation, on m'apprend qu'une bonne toilette, ça prend 40 minutes. Et aujourd'hui, dans mon activité, on me demande d'en passer 12 à 15 sur une matinée. Comment je fais ?» Les gens demandent à faire correctement leur travail. C'est suffisant, Adrien Quatennens, vous avez raison. On entend les gens, encore la semaine dernière, il y avait des manifestations assez importantes. Mais c'est quand même une inversion de la tendance qui prévaut depuis plusieurs années dans le secteur hospitalier, gouvernement après gouvernement. Donc ce n'est pas rien. Vous êtes au pouvoir demain, on vous entend beaucoup soutenir les gens qui revendiquent. Qu'est-ce que vous feriez à la place du pouvoir actuel ? En termes d'urgence, parce que vous ne pourrez pas subvenir à toutes les revendications. Si, je le crois. D'abord, plusieurs choses. Dire que notre système de santé, il est admiré à travers le monde. La sécurité sociale, c'est un modèle finalement qui inspire à travers le monde.
mais depuis 20 à 30 ans, il subit les conséquences d'une politique de libéralisation importante. Alors, vous me posez la question, que ferions-nous concrètement? D'abord, il faut en finir avec une logique finalement entrepreneuriale à l'hôpital public. En finir véritablement avec la tarification à l'acte qui a finalement poussé à des actes parce que c'est le moyen d'être financé et plutôt permettre véritablement des enveloppes pour les hôpitaux et notamment pour les groupements hospitaliers. Ensuite, on voit bien qu'il y a aussi une santé à deux vitesses aujourd'hui. Vous avez d'un côté l'hôpital public pour celles et ceux qui n'ont que leur carte vitale, qui deviennent de plus en plus indigents, et de l'autre côté le privé pour celles et ceux qui auraient leur carte bancaire en quelque sorte. Moi je pense qu'on pourrait en revenir à un modèle 100% sécu. Mais pour cela, effectivement, Bruno Jeudi, il ne faut pas affaiblir la sécurité sociale comme on l'a fait régulièrement. Je crois que le cœur de l'affaire sur les moyens, c'est bien évidemment le fait qu'on a affaibli les caisses. Je vous le disais encore, 12 milliards d'économies demandées sur le système de santé français en 2 ans et demi. Bon, bah, ça n'est pas tenable, tout simplement. Vous savez, la grande trajectoire de ce gouvernement, finalement, quels que soient les sujets, l'hôpital public ou le reste, ce qui fait que, finalement, le modèle républicain dans son ensemble est érodé, c'est qu'on a l'impression qu'on devrait tous se lever d'enthousiasme et applaudir des deux mains parce qu'on fait des économies. Quand même qu'il y a une inversion. Parce que mais c'est vrai que là, quelque part, mais Bruno Jeudi, dans ce qui est fait aujourd'hui, c'est précisément la raison pour laquelle... Sans doute qu'il y a un fossé énorme entre les revendications et ce qui est mis sur la table. Bruno Jeudi, mais avouez qu'il y a une inversion. Puisque ce soir, on arrive peut-être à trouver un point d'accord entre nous. Puisque vous dites, voilà, c'est peut-être pas suffisant, vous avez raison, vous l'avez dit. Eh bien, peut-être qu'on pourrait s'accorder sur le fait qu'il y a un premier recul. Mais moi, je vous le dis, je ne suis pas, moi, personnel de santé, mais toute la journée, comme moi, vous les avez entendus, vous les avez écoutés, ils n'ont pas l'air extrêmement satisfaits de ce plan. Est-ce que ce plan, tel qu'il a été présenté, va être en mesure de soulager le personnel hospitalier et d'améliorer la qualité de la prise en charge des usagers? A priori, en tout cas selon les professionnels, qui sont sans doute mieux placés que vous et moi pour l'apprécier, la réponse est non. Par conséquent, s'il y a une première reculade et qu'enfin la ministre de la Santé a admis qu'il ne s'agissait pas juste de redéploiement mais bien de moyens supplémentaires, je crois que dans quelques semaines, nous aurons peut-être un nouveau plan d'urgence parce que vous voyez bien que la colère ne s'éteint pas. Or, ce matin, moi j'aurais souhaité, parce que ce n'est pas un plaisir de contester pour contester, moi ce matin j'aurais voulu qu'on sorte tous satisfaits des annonces qui ont été faites. Maintenant, je ne crois pas que la situation dans les services va s'améliorer et je le regrette ce soir. On est ensemble jusqu'à minuit avec notre invité Adrien Quatennens. J'aimerais qu'on regarde ensemble. Le président de la République sera à Amiens demain pour une visite de 2 jours. Alors Amiens, évidemment, c'est chez lui, Bruno Jeudi. Né à Amiens. Il est né à Amiens. Alors il donne une interview au Courrier Picard. Interview à paraître demain qu'on va découvrir dans quelques instants. Un premier extrait de cette interview. Regardez, vous allez rencontrer les salariés de Whirlpool qui vous attendent après l'échec de la reprise. Qu'allez-vous leur dire? Qu'il y a un avenir si on se bat. C'est moi qui ai demandé à aller voir. Vous découvrez, Adrien Quatennens, cette citation. Il y a une autre extrait de cette interview. Je suis venu en octobre 2017 et comme eux, j'y croyais, comme eux, j'ai été déçu. C'est un échec. Je dois écouter les salariés et relancer le dossier. C'est vrai que ça avait, on se souvient, pendant la campagne, ce dossier Whirlpool avait été un symbole de l'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Encore une fois, je le répète, vous découvrez ces extraits, ces citations. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces phrases du président? J'ai l'impression que le président de la République en est réduit maintenant à faire lui-même du commentaire, parce qu'en réalité, on voit bien qu'au bout de 2 ans et demi, sa machine s'est enrayée en quelque sorte. Si on regarde précisément en 2 ans et demi ce qui s'est fait, les promesses, il avait pour lui sa cohérence, Emmanuel Macron. Il croyait dur comme fer, par exemple, qu'en allégeant la fiscalité du capital, il y allait avoir de l'investissement considérable dans l'économie, que la machine allait se relancer. Bon, 2 ans et demi après, on voit surtout que les 0,1% les plus riches se sont beaucoup enrichis, 23 000 € en plus par an en moyenne, pendant que le pays atteignait des records de taux de pauvreté. Et puis surtout, moi, y compris du point de vue de l'efficacité de l'activité du pays, on voit que ça ne marche plus. Enfin, le capitalisme, on parle de l'industrie là, mais le capitalisme de notre époque, c'est un capitalisme hyper financiarisé, c'est pas le capitalisme à l'ancienne, peut-être un peu plus soucieux de l'intérêt général. Moi, je voudrais qu'on puisse avoir en face de nous des patrons véritablement soucieux de l'intérêt général, des gens qui soient soucieux des grands objectifs qu'on a à accomplir. Vous savez, je crois que ce pays, en fait, il a beaucoup d'atouts. S'il fallait véritablement assumer une bifurcation de modèle, par exemple la planification écologique. La France pourrait ouvrir la voie d'un autre modèle. On pourrait réindustrialiser le pays avec de grands projets
au service non seulement du défi climatique, mais ce faisant, qui relancerait véritablement l'activité. Au lieu de quoi, on a finalement un modèle dont on voit bien, et d'ailleurs on le voit à l'international aussi, qui atteint une sorte de limite. Est-ce qu'il apporte les promesses de prospérité? Non, c'est plus le cas aujourd'hui. Et je crois qu'Emmanuel Macron, il est en quelque sorte dans un aveuglement. Parce que si vous regardez, la France a quand même un niveau de croissance qui est supérieur à ses voisins, notamment l'Allemagne. L'attractivité a quand même été améliorée. Le chômage a quand même baissé, peut-être pas suffisamment vite. Enfin, quand même, vous noircissez le tableau. Non, mais moi, je ne cherche pas à noircir le tableau, c'est faux par ailleurs. Je vous le dis franchement. C'est mieux qu'en 2016. Si la situation était meilleure, j'applaudirais dès demain. Je ne me soucie pas de savoir quel est l'étiquetage politique de qui fait quoi pour savoir si c'est bien ou mal. J'analyse sur les faits. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la richesse est encore plus concentrée entre quelques mains, et ce n'est pas caricatural que de le dire, c'est vérifié par des études très sérieuses qu'on commande beaucoup en ce moment. Je vous dis pas que tout va bien, mais je vous dis pas que tout va mal. Non, mais moi non plus, je vous dis pas que tout va mal. Je vous dis pas que tout va mal, mais quand même, Bruno Jeudi, si vous voulez bien considérer, si on parle de l'activité économique, si on parle même de l'emploi, vous dites le chômage baisse, c'est faux. Les derniers chiffres, alors c'est des soubresauts, mais le chômage réaugmente. Surtout, on nous dit on n'a jamais autant embauché qu'aujourd'hui, Bruno Jeudi. Il a baissé depuis le début du quinquennat, globalement. Mais non, Bruno Jeudi, entendez-moi, les statistiques du chômage ont baissé. Mais la réalité sociale est laquelle? C'est que l'emploi est extrêmement précaire. Oui, vous sortez des statistiques, vous partez en formation, vous sortez des statistiques. Vous avez un contrat de quelques semaines, vous sortez des statistiques. Est-ce que pour autant l'activité économique du pays et le climat social du pays s'est amélioré? Évidemment que non, vous le savez très bien. On a 87% des embauches qui sont faites en contrat extrêmement court. Moi, je voudrais qu'on se dise, allez, stoppons ce modèle, la concurrence libre et non faussée, la compétition, on ne sait même plus quel est le sens profond de ce que nous faisons, c'est quand même intéressant. Moi, je vois des gens qui étaient plutôt des enthousiastes du macronisme, qui aujourd'hui se disent, mais finalement, à l'aune des grands défis qui nous font face, considérant par exemple le changement climatique, ils arrivent au boulot le matin, c'est pas ceux qui sont matériellement les plus impactés par ce que fait Emmanuel Macron, ils disent, mais quel est le sens de ce que nous faisons? C'est une question qui est intéressante. Moi, je crois qu'on a des tas de choses passionnantes à faire et que ce pays a des atouts pour le faire. Attendons-nous. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, justement, vous êtes revenu sur le contenu et sur le projet. Vous avez parlé justement des propositions, notamment de votre formation, de votre mouvement La France Insoumise sur la question de la transition énergétique. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle en 2017, Jean-Luc Mélenchon a apporté des idées nouvelles, notamment en matière économique. Je pense à l'économie de la mer, qui sont des idées qui étaient nouvelles, qui n'ont pas réussi à percer, mais qui pourtant étaient intéressantes. D'ailleurs, je crois que beaucoup d'économistes avaient dit qu'il y avait de ce côté-là du mouvement de Jean-Luc Mélenchon des idées nouvelles. Ouais, j'ai envie de parler quand même de la perspective politique. Vous l'avez dit, tout le monde, je pense, est d'accord pour dire qu'en ce moment, on vit une période où beaucoup de monde, beaucoup de personnes sont en colère, et les colères sont aujourd'hui, je crois, légitimes. Mais j'ai le sentiment aussi que les grands moments de l'histoire de France, les grands moments du progrès social se sont faits aussi à des moments où il y a eu des idées, où il y a eu des rencontres, les politiques, les élus, les intellectuels, les syndicats, les associations. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on manque de ça. J'ai l'impression que la défiance, elle n'est pas nouvelle. La défiance des syndicats avec les politiques, la défiance des Gilets jaunes avec les syndicats et les politiques. Et je me pose la question de... Tout à l'heure, on avait Jordan Bardella sur le plateau. Je me pose la question du pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron incarne un projet. Il a un projet, Emmanuel Macron, il faut le lui reconnaître. Il a un projet qui est clair, une ligne qui est claire. Emmanuel Macron, il a ce projet-là. Marine Le Pen, elle a un projet qui est crédible. Vous avez un projet, mais j'ai le sentiment qu'il ne perce plus. L'espoir que vous avez suscité en 2017 n'est plus là. Pourquoi ? Bon, écoutez, c'est votre analyse. Moi, j'en suis pas convaincu. Sinon, je ne m'évertuerai pas à faire ce que je fais. C'est-à-dire que quand nous sommes face à Emmanuel Macron, ou en tout cas à sa majorité à l'Assemblée, bien évidemment, dans notre rôle d'opposition, on se charge aussi de faire des propositions pour montrer qu'aux manettes, on saurait faire autre chose, un vrai pas de côté. Mais je crois que le souffle de la campagne de 2017, du point de vue de la capacité à infuser dans le débat des idées neuves, à montrer finalement une autre direction pour le pays, ça continue. Vous dites Madame Le Pen a un projet crédible. Moi, je crois que l'une des tâches que nous avons à accomplir... Elle incarne une alternative, je ne vais pas dire... moi, je considère je pense qu'elle n'incarne pas une alternative. Je crois que c'est la meilleure caution, finalement, du système. D'ailleurs, on voit bien même sur l'Europe comment elle s'est adoucie. Je veux dire, s'il s'agissait de dire entre Mélenchon et Le Pen ce que le système choisirait aujourd'hui, je crois que c'est très clair. Partout où les amis de Madame Le Pen prennent des positions ou viennent au pouvoir en Europe, finalement, ceux qui ont les moyens se disent que pour eux, c'est un moindre mal. Par contre, pour tous les autres, et y compris ceux qui peut-être, en étant en colère, parfois se disent « Allez, on va leur mettre un bon coup de pied aux fesses à tous, et le bon bulletin de vote pour le faire, c'est celui de Madame Le Pen. » Moi, je veux m'adresser à eux. Parce que parmi les électeurs de Madame Le Pen, il n'y a pas simplement que d'affreux racistes. Il y en a, et ceux-là, c'est plus compliqué de les convaincre, quoique, mais il y a tous les autres. Ceux qui sont en colère et qui se disent « Allez,
pour une fois, on en a ras-le-bol. On va leur mettre un bon coup de pied aux fesses. Et pour une raison qui, moi, m'échappe quand j'écoute Madame Le Pen, ont intériorisé le fait que ce vote était le bon vote, finalement, pour mettre un coup de pied aux fesses de tout le monde. 47% des ouvriers ont une bonne opinion de Marine Le Pen. Eh bien, vous, ça, c'est quand même largement en tête. Bruno, je dis, non, c'est pas une claque, sauf si ça vous fait plaisir de le dire. Pour moi, c'est un défi. C'est une claque pour la Pour moi, c'est un France défi. insoumise. Je préfère dire un défi, vous voyez. C'est plus encourageant pour se mettre à la tâche, si vous voulez bien. Pour moi, c'est un défi. Parce que je considère effectivement qu'il y a une part de ces gens qui sont en colère, qui, pensant mettre un coup de pied aux fesses de tout le monde, en réalité, si on apprécie ce que risque de faire Madame Le Pen si elle venait au pouvoir, y compris d'un point de vue social, se mettrait un bon coup de pied aux fesses d'abord à eux-mêmes. Vous voyez, par exemple, on a eu un grand mouvement social, les Gilets jaunes, qui demandent une meilleure répartition des richesses, qui demandent par exemple qu'on augmente les salaires. Madame Le Pen ose dire, droit dans les yeux de n'importe quel journaliste qui l'interroge sur le sujet, qu'elle est opposée à la hausse du SMIC et des salaires. Donc si vous voulez, à un moment donné, il faut aussi arrêter de simplement crier au fascisme. On l'a beaucoup fait, on a vu l'efficacité et le résultat. C'est que ça va crescendo. Donc il faut la regarder droit dans les yeux. Il faut y compris s'adresser à ceux qui sont en colère et qui votent pour elle en disant, les amis, vous faites une erreur. Vous êtes en colère et cette colère, on l'a dit, elle est légitime dans le pays. Mais si on pouvait avoir une colère propulsive, disons, qui emmène la France dans autre chose qu'un rabougrissement général qui est en train de se préparer. Cette chape de plomb qu'on a sur le pays. Moi, quand je vous parle de la planification écologique, des grands projets, je sais que la France a les atouts et son peuple a les atouts pour ouvrir une grande bifurcation et mettre en partage tout cela. Voilà, parlons du 5 décembre, Adrien Quatennens. Là, vous serez dans la rue, vous-même, vous allez participer à ce mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Le 5 décembre s'engage un rapport de force. Moi, je ne suis pas dirigeant syndical, mais en tant que responsable politique, évidemment, j'accompagnerai avec la formation politique à laquelle j'appartiens cette mobilisation, parce que je crois qu'elle est salutaire. Je redis aussi, s'agissant de la réforme des retraites, que ceux qui feront la grève le 5 comme ceux qui la subiront ont un intérêt commun, puisque là, clairement, c'est le système de retraite qui est affronté de face. Moi, vous savez, je ne défends pas le statu quo en matière de retraite. Je suis pour qu'on réforme parce que j'ai bien conscience que dans quelques années, le système ne sera pas à l'équilibre. Mais pas en faisant ce que s'apprête à faire Emmanuel Macron. Et que les Français ne savent toujours pas. Combien de Français ont compris, malgré les grandes messes qu'on a vues sur les retraites, ce que s'apprêtait à faire. Vous avez conscience que le système ne sera pas à l'équilibre, donc vous êtes toujours pour le retour de la retraite à 60 ans ou... Évidemment, mais attendez. Vous pensez vraiment, oui, sérieusement et que si vous me possible laissez le faire, je vais vous le démontrer. D'abord, déjà fait. Bruno Jeudi, dire une chose. Aujourd'hui, est-ce que travailler plus longtemps fonctionne? La réponse est non. Dans ce pays, il y a 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont fait leurs années de cotisation. Vous avez un actif sur deux qui, à l'âge de partir en retraite, n'est plus en emploi. Donc déjà, l'affaire de « faut travailler plus longtemps », ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, la vraie question posée sur les retraites, c'est pas de savoir simplement comment on résout l'équation sur un coin de table. Il faut voir un peu plus ample. C'est que voulons-nous pour nos vieux jours? Et ben moi, je vous réponds. Pour nos vieux jours, je veux que l'on ne parte pas en retraite à un âge où on est cassé par le travail. Je crois que le modèle qui consiste à dire vous allez travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé n'est pas un bon modèle. Et deux, que quand vous partez en retraite, votre niveau de vie ne doit pas décrocher. Vous posez la question de comment on finance? Je vous pose quelques hypothèses, quelques-unes. À très court terme, Bruno Jeudi, si vous augmentez les salaires, on vient d'en parler à l'instant, c'est des cotisations en plus. Rien qu'un petit % d'augmentation des salaires, c'est 2,5 milliards de plus dans les caisses. Le 23 novembre, on marchera notamment pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il en manque 17 selon le corps. Eh bien, allons-y. Moi, j'ai pas de difficulté à les trouver, ces 17, si vous voulez. Et bientôt, on va en faire la démonstration parce qu'on aura un contre-projet précis. Je termine, Bruxelles. Je vous en prie. Le cœur de l'affaire des retraites. Je termine là-dessus. Ce qu'Emmanuel Macron a choisi de faire et que je voudrais que les Français entendent, c'est que le système par points, en fait, n'est que l'outil au service de l'intention de ce gouvernement, qui est de plafonner à 14% la part du PIB qui représente les retraites. Alors que jusqu'à présent, à chaque fois que la population vieillissait, on a augmenté les ressources allouées aux retraites, Emmanuel Macron la décide que c'est stop, on n'en allouera pas plus. Donc mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que soit il faudra travailler beaucoup plus longtemps, soit les pensions vont diminuer. Et les seuls qui sont satisfaits de cela, vous le savez Bruno Jeudi, puisqu'on voit les publicités pulluler partout, ce sont les assureurs et les banques qui voient d'un très bon œil cette réforme des retraites parce que vous serez encouragés à capitaliser. Ce n'est pas le modèle que je souhaite pour le pays.